Bonjour tout le monde. Alors là, pendant 10 minutes, je vais essayer de vous donner des petites billes autour du monde du textile, donc contextualiser un peu les problématiques, les différents axes d'études, afin de faciliter vos 3 jours. Donc moi, je me présente d'abord, je m'appelle Benjamin, je suis un des gérants de Comme un établi. Alors Comme un établi, c'est un atelier partagé dans le nord de Rennes. On va avoir un espace bois, un espace métal, et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, un espace textile. Et donc, je suis venu avec Margot. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis tapissière d'ameublement à Comme un établi. En gros, je refais des fauteuils et j'utilise beaucoup de tissus. Et je suis venue accompagner Benjamin. Et là, je vais mettre un 06. Alors, c'est pas celui de Margot ni le mien. Ça va être un peu notre ligne directrice pendant ces 10 minutes. Donc, pour un peu contextualiser tout ça. Donc, le premier chiffre qu'on va avoir, c'est le 0. Alors, le 0, faut plus le prendre comme un cercle. C'est la Terre, c'est quelque chose de circulaire. Donc, c'est pour expliquer que la problématique textile, c'est mondial, c'est global, et une notion de circuit à l'intérieur. Donc, il faut toujours garder ça en tête. C'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, ça va avoir la même résonance que ce qui va être fait à Montréal et dans les autres pays. Donc, il faut toujours penser global avec le textile. Le deuxième, 6, ça va renvoyer à 6 leviers différents. Et ces leviers, il va falloir que quand vous allez aborder la problématique textile, vous allez réfléchir à ces leviers. Ça va être 6 axes d'études. Et quand vous allez proposer des solutions, les solutions vont se rapporter à ces 6 différents leviers. Le premier, c'est la production matière première. Alors, c'est un peu une déformation professionnelle. Moi, avant, j'étais géologue. Je bossais dans l'exploration minière. Donc, je bossais sur tout ce qui était trouver des minéraux, des matériaux, du cuivre, du plomb, du zinc, de l'uranium, etc. En fait, la dynamique et la posture que l'on a avec le textile, c'est exactement la même qu'on doit avoir avec l'exploitation minière. Donc, c'est une ressource pareille et ça a un intérêt au niveau du global. Donc, quelques chiffres là-dessus. C'est que 70% du textile qui est utilisé à travers le monde provient du pétrole, donc de la terre. Donc, le reste, les 30%, c'est des matières premières naturelles et essentiellement du coton. Donc déjà, ça, c'est le premier axe. Le deuxième levier, ça va être la transformation. Transformation, donc ça va être la production de textiles. Donc forcément, la transformation, cette étape de transformation, ça va induire de la pollution. Il faut savoir que 20% de la pollution des eaux provient du textile, notamment sur les jeans, etc., la teinte, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est important de les rappeler. Le troisième, transport. Transport, pourquoi ? C'est pareil, des chiffres qu'on entend régulièrement, mais un jean, il fait 1,5 fois le tour de la planète pour arriver dans votre magasin, c'est-à-dire à peu près 60 000 km. Donc, c'est pas rien. Et donc, il y a un vrai impact et un vrai besoin du local sur cette problématique du transport. Faut savoir que le transport et la fabrication, donc les deux pôles-là, ça va représenter environ le même effet de serre que les avions et le maritime. Donc c'est vraiment un impact écologique énorme sur la planète. Ensuite, il va y avoir l'entretien. Alors ça, on l'oublie souvent, mais forcément, on lave nos fringues. Et quand on lave nos fringues, on rejette énormément de pollution dans l'eau. Donc c'est l'équivalent de 60 milliards de bouteilles de plastique chaque année qui se retrouvent dans l'eau. C'est des microparticules de plastique qui sont évacuées de votre machine à laver et qui se retrouvent après dans la flotte. Donc c'est aussi quelque chose à ne pas sous-estimer. Gaspillage vestimentaire. C'est pas très rigolo tout ce que je dis là, mais c'est important pour la suite. Gaspillage vestimentaire, là c'est plus une mode, typiquement le monde de la mode, le fait qu'on va avoir tendance à surconsommer les vêtements. Pour vous donner une idée, en France, c'est le chiffre qui est là, 10. Un Français achète en moyenne 10 kilos de vêtements par an, ce qui est énorme. Aux États-Unis, on est à 40 kilos. Et chaque année, on achète environ 130 milliards de vêtements hors chaussures. Tous les chiffres que je vous donne là, c'est des chiffres de l'INSEE, de l'Observatoire des Nations Unies, etc. Donc voilà, je pourrais les sourcer ensuite. Donc le gaspillage. Donc ça répond aussi à une problématique de la fast fashion. Je ne sais pas s'il y en a qui voient un peu ce que c'est. C'est typiquement, on peut prendre un exemple. Zara, chaque année, ils produisent 12 000
vêtements ou pièces différentes. Ce n'est pas 12 000 en tout, c'est chaque produit est différent. Et chaque année, ils produisent 12 000 vêtements différents, ce qui est énorme. Ensuite, le dernier point, ça va être inégalité. Ça va toujours, à chaque fois qu'on a un peu une problématique à l'échelle mondiale, ça renforce les inégalités. Donc, que ce soit sur le travail des enfants, les salaires, etc. Un t-shirt qui est vendu en France 29 €, c'est 19 centimes qui va pour une ouvrière asiatique, pour vous donner à peu près le ratio. Donc voilà, tout ça, c'est quand vous allez bosser sur les problématiques liées au textile, vous allez agir sur un de ces 6 leviers. Et en fait, chacun de ces leviers est lié, c'est-à-dire que si on agit sur un, ça va influer sur les autres. Donc c'est un peu ça qu'il faut garder à l'esprit pendant les 3 jours. Donc face à ça, on va avoir, et ça je vous le propose, mais il y en aura d'autres, mais il va y avoir 3 grands axes sur lesquels on va pouvoir travailler. Sobriété, donc ça c'est un mot valise qui est très à la mode en ce moment, on l'entend un peu partout. En fait, c'est juste comment est-ce qu'on réduit notre consommation de textile en tant que citoyen, mais aussi dans les industries, etc. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces 10 kilos, on passe peut-être en France à 5 kilos. Pareil pour les États-Unis, que ces 40, on descend à 20 kilos. Donc là, face à la fast fashion, on a la slow fashion, c'est-à-dire comment réduire notre consommation en textile. En France, un autre petit chiffre qui est assez parlant, 70% de ce qu'on a dans nos armoires reste dans les armoires. En fait, quand on s'habille, on utilise 30% de notre stock et on tourne avec. Et le reste, c'est des trucs qu'on ne va pas utiliser parce que soit c'est des vêtements techniques qu'on va utiliser 2 fois dans l'année, etc. Donc il y a vraiment un changement de posture à faire. Donc ça, c'est plus idéologique, cette partie-là. Ensuite, bien sûr, le local. Le local, ça va intervenir aussi sur la partie transformation, transport, production. C'est comment est-ce qu'on relocalise la production de textile, comment est-ce qu'on relocalise l'utilisation du textile. Donc pour vous donner une petite idée, depuis 20 ans, c'est à peu près 2/3 des boîtes de textile en France qui ont fermé. Du coup, on ne fait que importer au fur et à mesure. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi au niveau du local. Je ne sais pas si tu peux intervenir, Margot, toi, en tant que tapissière. Moi, j'ai fait le choix pour tous les tissus que je vends et que je transforme à l'atelier de travailler avec des éditeurs français ou européens. Mais par exemple, quand j'achète un rouleau de tissu, mon fournisseur, il est incapable de me dire où il a été fabriqué, d'où vient la matière première, le coton ou le polyester. Et en fait, on a, en tout cas dans l'ameublement, aucune trace du cheminement de la fibre de tissu, où elle a été... à la limite, la seule chose que je peux à peu près savoir, c'est où ça a été tissé ensuite, le tissu, mais tout le transport de la matière première et sa fabrication, les éditeurs ne nous la communiquent pas et on ne sait pas pourquoi. Et c'est des choses que même nos clients aimeraient plus savoir et nous, à notre échelle, on n'arrive pas à se faire entendre. Donc il y a ce souci-là. Et en plus, quand on cherche de la matière première française, on peut avoir un peu de lin, de chanvre. C'est des matières premières qui coûtent super cher et qui sont ensuite remis à l'étranger pour être tissées en règle générale, ou sinon c'est pour faire du sur-mesure, pour genre refaire des tapisseries du château de Versailles, etc. Donc pas pour les clients qu'on peut avoir à Rennes. Et donc on a tout ce problème-là, en tout cas en tissu d'ameublement, qui revient souvent et qui est aussi une grosse demande de notre clientèle, quoi. Grand enjeu de sourcing au niveau du local. Enfin, le dernier point, ça va être les 4 R. Donc, c'est un peu là-dessus que vous allez pouvoir vous focaliser sur ces 3 jours. Ça va être réinventer, le réemploi, donc réemployer, réutiliser et recycler. Donc, des mots qui peuvent se ressembler, mais qui sont pourtant différents. Réinventer, c'est comment est-ce qu'on... C'est cette étape de production, transformation, fabrication en fait, du textile. Comment est-ce qu'on réinvente de la fabrication? Comment, sur ces 70% de textiles qui proviennent du pétrole, on baisse ce chiffre pour être moins dépendant de la production de pétrole? Et comment est-ce qu'on va mettre en place plus de fibres naturelles? Donc, bien sûr, le coton, on pourrait se dire, on augmente le pourcentage de coton dans le textile, c'est ce qui est le plus utilisé. Il faut savoir que plus on augmente le coton, plus on va avoir tendance à utiliser de l'eau. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée. Typiquement, le coton, l'exploitation du coton, c'est 4% des réserves d'eau au monde. Donc en fait, on peut se dire, on va diminuer le pétrole, on va augmenter le coton, c'est une fausse bonne idée. Donc il y a peut-être d'autres filières, typiquement le chanvre et le lin, utilisent beaucoup moins d'eau.
Donc voilà, ça c'est cette partie un peu réinventée, comment est-ce qu'on réinvente la fabrication et la production textile. Ensuite, réemploi, réutilisation, recyclage. Alors c'est 3 mots qui peuvent être de la même famille, mais il y a une différence. Réemploi, c'est-à-dire que je vais avoir un t-shirt et je ne vais pas changer sa destination, c'est-à-dire qu'il va rester t-shirt. Donc là, ça va renvoyer par exemple au friperie. Donc grosse mode sur les friperies, ça augmente de 50% chaque année. De plus en plus de 25-35 ans, généralement, vont se saper dans les friperies. Donc ça, c'est chouette. Il y a d'autres outils qui se mettent en place. Vinted, je suis sûr qu'il y en a plein qui achètent sur Vinted. Donc on se dit, ça, c'est top, c'est impeccable. Mais un gros danger quand même sur Vinted et toutes ces plateformes, c'est qu'en fait, ça, on a l'impression de faire quelque chose de bien. Donc on va réemployer, réutiliser. Sauf qu'en fait, ça va nous pousser à la consommation. C'est-à-dire qu'on va obéir un peu à la fast fashion, parce qu'on va se dire, je vais acheter les trucs, je vais les porter 3 fois et je vais les mettre sur Vinted. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est comme du Blablacar, etc. En fait, derrière tous ces projets qui partent d'une bonne intention, il y a toujours un peu un effet pervers. Donc voilà, ça c'est sur la partie un petit peu réemploi. Pour vous donner une idée, ce que vous envoyez au relais, donc relais, c'est quand vous mettez dans des petits sacs les différents vêtements, c'est 60% qui part en réemploi. Ça, c'est les chiffres que j'ai vus selon l'ADEME. Donc ce qui est plutôt pas mal. Réutiliser. Alors réutiliser, c'est un peu différent de réemployer, c'est-à-dire que je vais prendre un t-shirt et je vais garder un peu un usage textile, mais je vais par exemple en faire un chiffon. Voilà, ça c'est plutôt réutiliser. Donc ça marche pas trop mal, mais on a un vrai problème là-dessus, c'est qu'il y a une infinité de textiles parce qu'il y a une infinité d'usages. Donc là, je ne sais pas si Margot, toi, tu peux témoigner un peu sur toutes les différentes sortes de textiles, mais toi, tu bosses avec les textiles d'ameublement. Ensuite, on va avoir les textiles qui vont être naturels, d'autres à origine de fibres de pétrole, enfin dérivés du pétrole. On va avoir des textiles qui vont être traités chimiquement. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Donc toujours en tissu d'ameublement, parce que le reste, je ne connais pas trop. Mais par exemple, à l'atelier, donc j'utilise plutôt des tissus en fibres naturelles. Donc c'est beaucoup coton, même si la production elle est hyper basse en ce moment et du coup c'est hyper dur de s'approvisionner en tissu en coton. On a et j'utilise aussi des tissus en fibres du coup pas naturelles à base de pétrole qui permettent de répondre à des problématiques, par exemple d'avoir des tissus en non-feu pour les collectivités, d'avoir des tissus anti-taches parce qu'il y a des enfants qui mettent de la mousse au chocolat partout et qu'on veut nettoyer. Et en fait, il y a une multitude de tissus et chaque particularité permet de répondre à un besoin d'un type de clientèle. Et après, on ne peut pas tous les réutiliser pareil. Par exemple, réutiliser un tissu non-feu pour faire des couchages dans son camion, je ne recommande pas du tout parce que c'est hyper nocif. Et du coup, c'est difficile de pouvoir reprendre des tissus déjà utilisés pour faire du réemploi parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va utiliser comme tissu parce que le sourcing est hyper difficile déjà à la base. Voilà. Il en existe encore plein et je pense que dans le monde de la mode, c'est aussi démultiplié. Enfin, il y en a aussi énormément en fonction des besoins. À l'atelier, on a des maroquinières et sellières donc, qui utilisent aussi du cuir pour le coup. Il y a une multitude de cuirs avec une multitude de traitements et une fois que c'est fabriqué, on ne sait plus forcément ce qui a été fait au tout début. Donc c'est ça un peu ça, c'est l'infini, donc c'est un 8 mais à l'envers, dans le sens où il y a une infinité de textiles. Donc là, on peut vous faire passer. On va avoir quand on parle de textile, on inclut aussi le textile organique, donc tout ce qui va être cuir. Donc là, on a du cuir de taureau, on va avoir du cuir de vachette, on va avoir du cuir d'agneau. Et oui, il y a du cuir d'agneau aussi. Ça, c'est du tissu d'ameublement. Donc il y a tellement de tissus différents que quand on nous dit, bah voilà, est-ce que tu peux, toi, tu as eu le cas de faire un pouf en réemploi à partir de broyades masques à l'intérieur. Et puis le but, c'était de trouver un textile autour qui était non-feu, etc., parce que ça allait dans une collectivité, bah forcément, en fait, ça part d'une bonne intention, sauf que le prix du pouf à la fin, après toutes ces étapes, il est énorme, quoi. Donc c'est là où ça part d'une bonne chose de vouloir réutiliser, mais on est face à une infinité de sources et de gisements différents. Et en plus, il y a des petits gisements, donc ça peut être des petites chutes de textiles comme ça, et après, des fois, on peut avoir des camions remplis de gisements. Par exemple, le relais,
il y a quelques années, ils ont déstocké 200 matelas qui venaient d'un ferry. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une arrivée d'un énorme gisement comme ça? Donc c'est ça qui est compliqué là-dessus. Pareil, par exemple, on pourrait se dire, bah, à la place de réutiliser des petites chutes comme ça, je peux réutiliser le fil. Parce qu'à la base, tout ça, c'est du fil. Sauf que je discutais avec une brodeuse à l'atelier, le fil, ça vieillit. Donc quand on va réutiliser du fil qui a dormi pendant 10 ans, une bobine, elle va être cassante, et en fait, on va vouloir travailler avec, mais le vêtement va casser. Donc faut pas qu'on aille trop vite non plus en besogne là-dessus, il faut imaginer qu'on a quand même des contraintes à respecter quand on fait de la réutilisation. Le dernier R, donc les 4 R, réinventer, réemploi, réutilisation, recyclage. Recyclage, c'est quand là, on va changer totalement la destination. Donc par exemple, on va partir d'une base textile et on va faire quelque chose d'autre avec. Donc là, typiquement, voilà, c'est là aussi où vous pouvez intervenir pendant ces 3 jours. C'est comment est-ce qu'on peut repenser l'usage du textile. Donc je pense notamment à une boîte française qui s'appelle Fab Brick, qui va compacter des chutes de textile et faire des briques avec, pour de l'isolation, etc. Ça peut être, il y a une start-up qui s'appelle WeTurn qui va prendre tous ces textiles-là, il va refaire du fil avec pour retisser ensuite. Mais là, c'est pareil, il y a un problème de fragilité du fil. Il y a d'autres complexités, c'est quand on va changer totalement la destination, c'est facile sur des matériaux qui sont que textiles, comme ça, que du fil. Mais par exemple, des chaussures. Des chaussures, pour séparer le cuir des œillets, de la semelle en caoutchouc, c'est un bordel monstre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut séparer juste le caoutchouc du cuir. Et il y a une vraie problématique aussi sur le cuir. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, typiquement à l'atelier, nous, on a 2 personnes qui bossent le cuir. Camille Kesselière, elle fait livrer des bœufs entiers sous forme à plat, comme ça, de cuir. Elle va faire après des selles, puis après elle va faire des ceintures. Et en fait, il y a un peu une continuité. Jusqu'à la fin, bah, ils ont du mal à acheter. Du coup, elles se retrouvent avec des mini lanières qui pourront peut-être toujours servir. Mais ça, typiquement, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc voilà. Donc, si je dois résumer, ça, c'est les 6 leviers différents sur lesquels il faut agir lorsqu'on parle de problématiques textiles. Et comment est-ce qu'on peut agir dessus? En travaillant sur 3 grands axes. La sobriété, relocaliser la fibre textile et s'inclure dans un de ces 4 R, réinventer, réemploi, réutiliser, et le recyclage. Et pour ça, en plus, vous avez 3 jours. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Héloïse maintenant d'Ecologeek. Héloïse Dano. Moi, je suis venue bien moins préparée. Mais c'est sympa d'avoir écrit tout ça parce qu'en fait, je peux carrément m'en servir pour le numérique parce qu'on est sur les mêmes problématiques en fait. Mes R seront peut-être un petit peu différents de ceux-là. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ce qui a été écrit là, c'est que tout ce qu'on fabrique dans le monde, c'est un cycle de vie. Et c'est ce cycle de vie qui va avoir des impacts environnementaux et sociaux. Dans le numérique, on retient 3 grosses étapes en fait, du matériel numérique qu'on utilise. C'est l'étape de fabrication, où à l'intérieur, on comprend aussi l'étape d'extraction des matières premières qui sont nécessaires. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 50 métaux différents dans nos smartphones. Ces métaux-là, ils viennent de mines qui sont extrêmement polluantes, qui des fois sont gérées dans des conditions humaines déplorables. Donc il faut faire attention à utiliser le moins de matières premières possible en fait. Et c'est très compliqué de savoir d'où viennent ces matières, tout comme énormément de choses comme le textile. Donc le mieux, c'est toujours d'en utiliser le moins possible et d'essayer de regarder le plus possible d'où ça vient. Après, il faut assembler toutes ces matières qu'on a récupérées. Faut faire en sorte que ça devienne quelque chose. Quand on fait ça, souvent, ça se fait en Asie parce que la main-d'œuvre est moins chère. Même pour les produits les plus responsables aujourd'hui, ça se fait en Asie. En Asie, les gens, ils travaillent 12 heures par jour à la chaîne, 6 à 7 jours par semaine. Ils ont très peu de temps pour faire d'autres choses. Dès qu'il y a un nouvel objet connecté qui sort, utile ou pas, c'est une pression de malade sur ces gens-là. Donc, il faut se rendre compte de ça aussi, des conditions humaines qui sont là-bas et de la pollution aussi associée à cette fabrication. Et puis, il y a le transport. Alors, moi, je ne suis pas sur 1,6 tour du monde, mais un smartphone, c'est 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans le magasin en France. Donc, c'est déjà aussi énorme, en fait. Donc, ça, c'est la partie qu'on considère un peu fabrication. Mais après, il y a tout ce qui est usage. L'usage, principalement, en fait, ça va être de l'électricité.
Et l'électricité, elle sort pas magiquement de nos prises électriques. Elle est fabriquée avec des matières premières. Donc nous, en Europe, en France, on a un mix énergétique décarboné parce qu'on utilise du nucléaire. Mais dans pas mal d'endroits dans le monde, il y a encore des mix très carbonés qui utilisent beaucoup de charbon. Et du coup, cette électricité va avoir un fort impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, tout compris, phase fabrication plus usage, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre de l'homme. 4%, c'est plus que le secteur de l'aviation. Donc, c'est quand même assez énorme. Et surtout, ce qui est dangereux avec le numérique, c'est qu'on le surutilise de plus en plus. Comparé aux autres secteurs qui essayent de réduire leur impact, en fait, le numérique, on ne fait pas très attention, on l'utilise de plus en plus, ce qui fait que c'est un des seuls secteurs où ce chiffre augmente fortement d'année en année, qui a vraiment une croissance exponentielle. Et d'ici 5-10 ans, on va avoir doublé, triplé ce chiffre-là, et ça va venir dépasser, par exemple, les émissions des bovins. Donc c'est quelque chose qu'on sait d'énorme, mais c'est aussi le trafic routier potentiellement qui sera dépassé. Donc il y a un moment, on va se poser des questions de l'utilité de ce qu'on fabrique. Et puis cet usage, sur la phase d'usage, il y a aussi un gros aspect social auquel il faudra que vous fassiez attention aussi, que si vous prototypez des choses numériques, c'est que on est surstimulé par le numérique en permanence. On est happé par cette communication à outrance qu'on a dans tous les sens. Et les outils numériques sont faits de manière à capter notre attention. C'est vraiment une économie de l'attention. Donc, il faut faire attention au phénomène d'addiction que ça peut provoquer et au phénomène de manipulation aussi. Des trucs tout bêtes, c'est, je sais pas, sur un site, il va y avoir une proposition oui-non. Le oui, il va être mis en vert et le non en rouge. Et ben, notre cerveau, il va vouloir cliquer sur le vert sans savoir vraiment les implications qu'il va y avoir derrière. C'est de la manipulation. C'est comme pour les bandeaux cookies, là, où il y a continuer sans accepter, qui est tout en haut, en tout petit, qu'on voit presque pas, et accepter tous les cookies, qui est en très gros devant. C'est de la manipulation, c'est ce qu'on appelle les dark patterns. Donc, il faut faire attention quand on crée un produit numérique, à essayer de les diminuer au maximum, voire à ne pas du tout en mettre. Il faut faire attention aussi aux biais qu'on va exploiter de manière consciente ou inconsciente lorsqu'on crée nos produits numériques. Globalement, le numérique, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un truc d'hommes blancs, jeunes, de milieu aisé, ce qui fait que les produits numériques qui sont créés reflètent les façons de faire de ces personnes-là. Notamment dans l'IA, il y a très peu de femmes qui travaillent, très peu de mixité sociale. Ce qui fait qu'on a vu des algorithmes devenir racistes, devenir sexistes, parce qu'ils avaient été entraînés sur des bases de données créées par des hommes blancs. Je caricature, hein, mais par exemple, Amazon avait un algorithme qui l'aidait à faire des choix de pré-recrutement. Et il s'est basé sur la base de données des CV déjà dans des profils qui travaillaient déjà à Amazon. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, le bot, il virait toutes les femmes parce que en fait, il y avait plus d'hommes déjà dans la boîte. Donc, il s'est dit, le meilleur critère pour retenir un profil, c'est que ce soit un homme. Du coup, il n'y avait plus aucune femme qui était retenue dedans. Et le temps qu'on s'en rende compte et qu'on comprenne ce qu'a fait l'algorithme, parce que ça nous échappe de plus en plus ce que font ces algorithmes derrière, il y avait eu déjà énormément de personnes qui avaient été exclues. Le numérique, ça a été créé de manière à être quelque chose de super, d'inclusif, de partage. C'est vraiment ce qu'il faut retenir du numérique, mais il faut faire attention à toutes les exclusions que ça peut amener. Le numérique, ça coûte cher. Dans une famille, maintenant, il y a je ne sais pas combien de smartphones, un par personne, un ordi par personne, la connexion, les réparations, le forfait Netflix, Amazon Prime, truc muche. Enfin, on commence à avoir des budgets qui sont énormes et qui ne sont pas accessibles à toutes les familles, qui peuvent créer des inégalités. Qui peuvent faire aussi que des gens restent sur du matériel plus ancien, mais pas par conviction écologique, mais plutôt parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ce qui fait qu'ils sont exclus potentiellement de nouveaux services qui, eux, mobilisent énormément de ressources et ne sont disponibles du coup que sur les dernières versions qui sont plus supportées par ces appareils-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, faire en sorte que quand vous créez un service numérique, il soit accessible par le plus grand nombre de personnes, donc qu'il puisse tourner sur des vieilles bécanes en 3G, en connexion en Edge ou des choses comme ça, pour qu'en fait, ce soit pas un truc qui tourne sur le dernier iPhone en 5G, quoi. Parce que sinon, déjà au niveau social, on perd énormément de personnes qui peuvent pas s'en servir, et au niveau écolo, c'est dégueu parce que du coup, on force les gens à acheter du nouveau matériel. Donc ça, c'est aussi un phénomène d'exclusion.
Mais il y en a beaucoup, la fracture numérique. On voit aussi, bon, il y a moins en moins de zones blanches en France pour le coup, mais il y a plein de choses. Alors, on dit souvent aussi la fracture générationnelle, que les personnes âgées savent moins se servir du numérique, mais il n'y a pas que, en fait. Des fois, c'est les jeunes, en fait. On a l'impression que, bon, il y a principalement des gens plus jeunes que moi ici, que vous êtes nés avec un téléphone dans les mains, mais c'est pas parce que vous savez super bien vous servir d'un smartphone, des réseaux sociaux, de ce genre de choses, qu'après, vous êtes capable derrière de faire une demande à la CAF, une demande au Crous, voilà. Et souvent, quand on n'est pas assisté pour faire ce genre de demande, et bah, du coup, on perd nos droits. On ne demande pas les droits auxquels on a le droit. Et du coup, c'est dommage, c'est hyper excluant. Et le fait de vouloir numériser absolument toutes nos démarches, c'est aussi quelque chose qui peut exclure beaucoup de personnes. Donc, il y a aussi la possibilité de ne pas numériser les solutions ou de prévoir une alternative non numérique à ce que l'on fait pour que les personnes puissent aussi faire autre chose. Donc voilà pour la partie usage. Et après, il y a la partie fin de vie. Le numérique, c'est hyper producteur de déchets. On va faire un petit sondage, par exemple. Dans les 5 dernières années, combien de smartphones vous avez eu? À main levée, là. Vous mettez sur vos doigts, petit exercice digital. Ouais, dans les 5 dernières années. Voilà. Oula, il y a même du 4. Et si jamais, avec votre haute main, je vous dis combien vous en avez dans votre tiroir, les smartphones qui ne vous servent plus. Voilà, il y en a qui n'ont plus assez de doigts. Et vous vous rendez compte rien que sur un objet du numérique, un smartphone, le nombre de fois vous l'avez réutilisé. Un smartphone, sa durée de vie, c'est moins de 2 ans actuellement. Et on commençait à attraper les 2 ans, mais il y a la 5G qui arrive et qui nous fait changer tout notre matos pour être compatible 5G. Donc, c'est des choses aussi auxquelles il faut faire attention. En plus, on a mobilisé énormément de ressources à la fabrication pour fabriquer tout ça. Donc, c'est quand même dommage d'avoir pollué la planète à fond pour construire tout ça et au final de même pas s'en servir jusqu'à la fin de vie. Et tout ça, ça devient des déchets. Et ces déchets-là, on ne sait pas les recycler. La plupart des matières qui sont dans nos smartphones, on ne sait pas les recycler. Ce qu'on recycle, c'est ce qui est rentable. C'est l'or, le platinium, parce que c'est rentable. Et les autres métaux qui sont très représentés dans d'autres secteurs d'activité, du genre le fer, le cuivre, l'alu, des choses qu'on peut retrouver en grosse quantité dans d'autres secteurs. Mais tout ce qui est les choses qu'on retrouve en très très infime quantité, comme les terres rares, par exemple, qui ont des propriétés super intéressantes, mais qui sont en très infime quantité, on ne sait pas les recycler. Et même si on savait, c'est très compliqué en fait le processus de recyclage parce que voilà, il y a 50 métaux dans un smartphone. La plupart du temps, on les a remélangés. C'est comme si vous faisiez une grosse ratatouille avec plein de légumes là. Vous faites mijoter ça pendant 3 heures et à la fin, je vous dis récupérez-moi la tomate. La tomate, elle est partout quoi. C'est genre impossible d'aller la récupérer. Et c'est exactement pareil avec nos métaux qui sont tous fusionnés en fait dedans et ça prend énormément de temps. Donc, le mieux, c'est d'utiliser le moins de matière possible pour ne pas avoir à passer là-dedans et de faire du réemploi. En fait, le gros impact du numérique, des fois, on nous dit ouais, les data centers, ils consomment à fond, ils sont allumés 24/24, ça pompe beaucoup d'électricité, tout ça. C'est vrai. Mais en fin de compte, ce qui a le plus d'impact, c'est nos équipements. C'est les équipements qu'on utilise avant tout ça, en fait. Nos smartphones, nos ordi et tout, parce qu'ils ont un taux de renouvellement hyper élevé. On en produit de plus en plus, on les produit très mal la plupart du temps, donc ils polluent aussi plus, ils mobilisent plus de ressources et en plus de ça, on les fait durer moins longtemps, donc ils produisent plus de déchets à la fin. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a quelque chose à faire. 80% des impacts se retrouvent à la fabrication, donc le but c'est de fabriquer le moins possible de choses, donc les faire durer le plus longtemps possible aussi pour ne pas arriver à cette phase de déchets qu'on ne sait pas gérer. Donc pour ça, on peut utiliser des R aussi. Alors, moi, je me base sur les 5 R du zéro déchet, qui sont un peu les mêmes. Mais peut-être qu'avant réinventer, le premier R, ce serait refuser. Refuser le numérique quand c'est possible, quand on peut faire autrement. Pourquoi toujours faire du high-tech alors qu'on peut faire du low-tech? Refuser les offres promotionnelles qui nous forcent à consommer de plus en plus. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau smartphone tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti? J'ai mon super forfait qui me dit que pour 1 € de plus, j'ai un nouveau smartphone. Oui, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de mobiliser toutes ces ressources-là qu'on ne sait pas traiter par la fin? Voilà, donc c'est vraiment refuser. Après, il y aurait le réemploi, hein, tout pareil qu'ici. Donner une seconde vie à ce matériel-là, faire en sorte que quelqu'un d'autre le réutilise de la même manière. Les smartphones, la plupart du temps, ceux qui sont dans vos tiroirs, ils fonctionnent encore. Alors peut-être que pour vous, ils suffisent plus, mais il y a beaucoup de gens à qui ça suffirait amplement.
Donc on peut les donner à des assos qui, eux, le font ça. Tu peux les revendre sur le Bon Coin, sur Vinted, sur Back Market. Il y a énormément de choses de réemploi. Après, s'ils ne fonctionnent plus, il faut les mettre dans les filières de recyclage pour essayer quand même qu'on sauve ce qui peut. Et puis eux, des fois aussi, ils peuvent récupérer les choses, certaines pièces à l'intérieur, pour pouvoir reconditionner d'autres objets en récupérant des pièces et en faisant en sorte. Donc ça aussi, c'est un truc qui est hyper important, c'est la démontabilité, la réparabilité des objets qu'on crée. Faire en sorte en fait qu'ils soient démontables par tout à chacun, que les pièces ne soient pas soudées entre elles, que les pièces soient accessibles, qu'on n'ait pas besoin de 15 tournevis différents pour démonter le truc en entier. Voilà, faire en sorte qu'il y ait de la compatibilité entre les pièces et entre potentiellement plusieurs matériels. Donc du réemploi. Après, il y aurait il y a donc le recyclage, c'est à la fin, mais on va pas trop le faire. Donc l'autre R, ce serait le reconditionnement. Donc c'est réutiliser des pièces pour pouvoir refaire des choses, qui est aussi une manière de faire durer le plus longtemps possible la matière. Donc ça, c'est au niveau environnemental. Mais en faisant ça, en fait, on va aussi toucher au niveau social parce qu'on va faire moins... les gens qui produisent le numérique vont moins en produire, donc ils seront moins exploités. On va faire moins de pollution. Et puis aussi au niveau de l'usage, tout ce que je disais tout à l'heure, faire attention aux biais, aux dark patterns, à l'exclusion qui est possible avec nos équipements et nos services. Faire en sorte en fait de faire les choses le plus responsable. Donc responsable au niveau de la planète, mais responsable aussi au niveau de la société. Faire en sorte que ce soit inclusif et faire en sorte que ce soit partagé, partageable. Que si vous faites un service numérique et que vous ne pouvez plus le maintenir, faire en sorte d'ouvrir le code potentiellement pour que d'autres gens puissent le récupérer derrière, ou même l'ouvrir dès le début. Partager, faire en sorte que d'autres personnes puissent œuvrer à vos côtés pour que ça avance plus vite et plus loin. Voilà, donc c'est plein de sujets. Je peux pas m'étendre plus longtemps que ça, je vois que le temps tourne. Mais c'est ça, il faut penser environnement, social, partage, création de valeur. Pas faire du numérique parce qu'on peut faire du numérique, on peut faire une tonne de trucs. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Il faut vraiment faire des choses qui sont utiles. Vraiment remettre en question le besoin initial. Pas juste faire une fonctionnalité parce qu'on peut le faire, mais vraiment essayer de répondre à pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc le besoin initial, faire quelque chose d'utile. Après, faire quelque chose qui va être utilisable, donc qui soit le plus inclusif possible, le moins polluant. Et à la fin, qui sera utilisé. Utilisé, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a des fonctionnalités, par exemple, dans un service qui ne sont pas utilisées, on les supprime, on les modifie, on fait quelque chose, mais on ne garde pas des trucs qui sont pas utilisés. Donc c'est la règle des 3 U. Utile, utilisable, utilisé. Qui va faire tendre vers de la sobriété, en fin de compte, dans le développement et aussi dans la maintenance derrière, parce que si on ne développe pas des choses inutiles, on n'aura pas à les maintenir non plus. Donc au niveau économique, c'est aussi quelque chose qui est vachement plus rentable. Voilà.